Ça va? Donc, on vous souhaite la bienvenue formellement à cette séance régulière du mois de mai. Il y a un projet d'ordre du jour qui était disponible, disponible à l'entrée de la salle. Ça prendrait cet ordre du jour-là, on ferait une petite modification pour rajouter un point au niveau de la gestion du personnel au point 4. On va rajouter le point D, fin d'emploi de l'employé numéro 220 004. Avec cette modification-là à l'ordre du jour, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Daniel Houle, appuyé par M. Christian Gendron. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2025. S'il était conforme, ça va. M. Luc Pellerin en fait la proposition, appuyé par M. Gérard Bonneau, d'accepter que ce soit avec la dispense de lecture. Au point 4, en gestion du personnel, monsieur Simon. 4A, on a l'embauche d'un géométricien. Alors, c'est un poste qui avait été affiché suite à la création du poste. Donc, on a posé les entrevues et on propose d'embaucher M. Vincent Houd. C'est un universitaire qui terminait sa maîtrise. Donc, on embauche à l'échelle salariale, au minimum de l'échelle salariale. On n'a pas à reconnaître d'expérience dans son cas. Le côté intéressant aussi, c'est qu'il arrive avec aussi un grand potentiel informatique. Bonjour, intéressant d'avoir ça. M. Vincent Houd. Voilà, ça prend une proposition pour adopter l'embauche. Donc, M. Hugo Pierre, j'appuie. M. Luc Gastaller, l'appuie. Au point B, l'embauche d'un agent de développement culturel et touristique. Donc, le poste était vacant, il a été affiché et on recommande la nomination de Mme Véronique Mercier. Dans son cas, effectivement, elle possède une expérience pertinente, assez grande pour être embauchée à 95% du salaire de l'emploi. Sérieux? Là encore, ça nous prend une résolution. M. Daniel Houle, appuyé par Mme France Bédard. Au point C, on a la démission de M. Danny Roy, qui était directeur du service d'aménagement du territoire. Il est encore jusqu'à demain. C'est une démission, on prend acte de la démission. Et comme il s'agit d'un poste important au niveau de notre organigramme, le poste est déjà en affichage. Donc, prochainement, on aura une nouvelle embauche à procéder. Maintenant, on prend acte de la démission, tout simplement. Voilà. Donc, quelqu'un fait... Bon, je pense que ça fait une résolution pour accepter la démission de M. Danny Roy. Quelqu'un a fait la proposition. C'est triste, mais il faut le faire. C'est triste, mais il faut le faire. C'est vraiment un choix personnel qu'il a fait. Lui, en fait, c'est carrément par rapport à la tâche qui était réalisée, avec laquelle il se sentait moins d'affinité. Souvent, on veut avoir du concret dans la réalisation des tâches. Fait que Danny retrouvait moins ça dans l'intérieur de la tâche du directeur d'aménagement du territoire. On parle de refaire un schéma, on est beaucoup dans la théorie, dans le développement, dans l'élaboration de règlements. C'était moins quelque chose qui parlait à Danny à ce niveau-là. On comprend très bien. Voilà. Il se priorise au niveau de excellent. Fait que donc, c'est accepté par M. Gérard Bruno, M. Luc Pellerin qui appuie. Et le point qui a été ajouté à D, c'est une fin d'emploi pour l'employé 220004. Alors, c'est suite à un dossier qui a été monté, présenté au comité des ressources humaines. On a évalué et on recommande la fin d'emploi de cette personne-là. Voilà. Donc, ça prend aussi une résolution proposée par M. Christian Gendron et puis par M. Luc Dostaller. Au point 5, dans les finances matérielles, équipements et bâtisses, au point A, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Si vous avez des questions sur les chèques, ou sinon, ça prend une résolution pour accepter la liste proposée par Mme France Bédard, appuyée par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point B, adoption du rapport financier 2024 de la MRC des Genoux, qui nous a été présenté la semaine dernière lors de la rencontre de travail. Pardon, par le vérificateur, l'auditeur externe, donc de la firme c'est pas MNP, MPM. Voilà. Donc, une entreprise de la région de Montréal ou de Longueuil, en tout cas, qui a fait un très bon travail là-dessus, mais ça prend quand même une approbation. Donc,
proposé par M. Gérard Bruno, Oui. appuyé par M. Guy Simon. Au point C, c'est un dépôt du rapport budgétaire comparé et l'état de la situation au 30 avril 2025. Alors, les états financiers suivent leur cours normal. Là-dessus, il n'y a pas de situation problématique à relever. Peut-être une certaine vigilance au niveau du transport en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup de bris de la part de nos autobus. On surveille quand même l'évolution des choses là-dessus. Au point D, demande d'augmentation de la limite de crédit de la carte Visa Desjardins. Il faut comprendre qu'on fonctionne uniquement qu'avec une seule carte de crédit ici, qui est en possession du directeur général. Il y a beaucoup avec notamment des dépenses liées au transport. Bien, quand on parle de remplir l'entretien, etc., il y a plusieurs dépenses qui doivent passer là-dessus. Fait que la demande, c'est de passer, actuellement, c'est une limite de 10 000 puis on la ferait passer à 20 000 Fait que je pense que pour le fonctionnement, puis c'est mieux ça que d'émettre plusieurs cartes de crédit. Je pense que quand c'est en possession d'une seule personne, c'est plus facile de garder quand même le contrôle des choses. Proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Luc Pellerin. Au point E, appel de dossier pour le lieu pour le projet de circuit des murales. Donc, on a reçu une proposition. Donc, c'est une 7e murale qui va se déployer, qui va se réaliser dans la MRC des Chenaux. Donc, il y a, au niveau du budget, il y a seulement une seule murale, parce qu'il y a eu des années qu'on pouvait en mettre en place 2. Il y a eu un appel de dossier qui a été fait auprès des municipalités qui n'avaient pas bénéficié de murales. La municipalité de Saint-Stanislas a déposé un dossier qui a été jugé recevable aussi en termes de positionnement. Il y aurait lieu, il y a un comité de sélection qui s'est rencontré pour analyser le projet qui était soumis par la municipalité de Saint-Stan, puis il recommande aux membres du conseil de la MRC des Chenaux d'accepter. Ça prendrait une résolution pour accepter donc, de la réalisation proposée par M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Hugo-Pierre Renard. Au point F, renouvellement d'un contrat de service en transport interurbain, circuit Est. Donc, en 2024, on a octroyé un contrat de service de transport interurbain pour le circuit Est aux autobus péradiens de Saint-Anne-de-la-Pérade pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Le contrat de service permet de renouveler pour un maximum de 2 périodes additionnelles de 12 mois. Il y a les membres du comité de transport qui se sont réunis le 22 avril dernier, puis ils ont analysé la situation parce qu'on peut y mettre fin. Par contre, on ne serait pas en mesure de reprendre ces circuits-là, mais il y a une recommandation donc de maintenir l'entente avec les autobus péradiens. Donc, le bordereau de soumission pour le circuit Est, déposé par les autobus péradiens lors de l'attribution du contrat, il présente un prix soumis pour l'année 2 du contrat. Donc, ça coûte quand même 40 sous du kilomètre avant les taxes applicables et de 515 par jour avant les taxes applicables pour le développement du transport Est ou en transport interurbain. Alors, il y aurait lieu d'accepter ce projet-là par voie de résolution d'une certaine façon pour être conforme là-dessus. Si vous êtes d'accord, je vous demanderai une proposition là-dessus. Proposée par M. Guy Simon, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Le point suivant, donc, c'est le renouvellement aussi du transport interurbain pour le circuit Ouest, lui qui avait été confié aux autobus Baribo, donc pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. C'est la même disposition qui nous permet de renouveler 2 périodes additionnelles de 12 mois, mais on prendrait une seule année supplémentaire, on avisera au fur et à mesure comme ça. Fait que dans ce cas-là, Autobus Baribo, le prix soumis pour l'année 2, c'est 74 sous du kilomètre avant les taxes applicables et de 510 par jour avant taxes applicables. C'est quand même des montants importants, mais on doit renouveler, proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par M. Daniel Hull. Au point H, c'est une demande du comité Enfance, Jeunesse, Famille, une demande afin que la MRC des Chenaux agisse comme fiduciaire pour un projet qui s'appelle l'Odyssée des Chenaux à la recherche du trésor perdu. Donc, la MRC des Chenaux, on est fiduciaire de ce comité-là.
Puis il présente, qui regroupe plusieurs partenaires en tant que tel de la MRC des Chenaux, Maison des familles, les écoles secondaires, etc. C'est un projet dont le budget s'élève à 3 500 $, puis c'est une action qui va être soumise dans le cadre d'un appel à projet pour une entente sectorielle en soutien à la démarche mauricienne de développement du plein potentiel des jeunes. Essentiellement, c'est une chasse au trésor familial qui est prévue lors de la prochaine journée des familles en 2026. Le financement reçu, comme je l'ai mentionné, serait de 3 500 $. C'est d'agir à titre de mandataire, de boîte à mal finalement, pour recevoir ce projet-là, d'être fiduciaire au nom du comité de travail. Ça prend aussi une résolution pour accepter ça. Madame France Bellard, appuyée par... 26, c'est chez nous. Ah, ben, en 2026, il y aura une course au trésor à Champlain à ce moment-là. Au point 6, en aménagement et développement du territoire, la conformité aux règlements municipaux, donc de la municipalité de Saint-Stanislas, un règlement qui modifie le règlement numéro 2022-04 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. En fait, on dit qu'il y a pour objet d'ajouter des règles particulières dans une zone qui s'appelle la zone 117 résidentielle, qui permettrait à la municipalité d'assumer jusqu'à 20 % des coûts réels des travaux municipaux, jusqu'à un maximum de 111 000 $ lors de la réalisation d'un projet d'au moins 8 logements. On comprend que c'est une mesure qui est là pour faciliter la construction de logements locatifs dans le cadre de la municipalité de Saint-Stanislas. Et là-dessus, le service d'aménagement du territoire nous dit que c'est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Mais ça prend quand même une résolution pour accepter cette modification-là. Je la propose. M. Daniel Hull, appuyé par M. Gérard Bruno. Le prochain, donc, c'est de la municipalité de Batiscan. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage numéro 2008-99 pour objet de modifier la hauteur et les superficies maximales en ce qui a trait aux bâtiments accessoires à une résidence, donc les remises, les garages, etc. Il vient aussi préciser l'autorisation de bâtiments accessoires en cours avant dans certaines zones, puis modifie le coefficient d'emprise au sol maximum qui est également dans certaines zones. Finalement, précise les revêtements extérieurs autorisés pour les usages résidentiels. Il y a plusieurs petites dispositions donc, qui viennent modifier le règlement de zonage qui date de 2008. C'est aussi conforme aux objectifs du schéma d'aménagement selon le service d'aménagement du territoire. C'est encore là, ça prend une résolution proposée par M. Luc Dostaler et appuyée par M. René Proto. Le troisième, il y a un nom intitulé, c'est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Pérade, une demande de PPC-moi afin de permettre la tenue d'un kiosque de vente 12 mois par année, conformément à l'article 16.1 du règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans autorisation de la CPTAQ et permettre la tenue de réception concernant des activités de restauration, de consommation d'alcool et de produits transformés issus des productions agricoles de la ferme. C'est conformément à l'article 13.1 du règlement sur l'autorisation d'aliénation et d'utilisation d'un lot sans autorisation de CPTAQ sur le 1433 boulevard Lanaudière. En fait, c'est Verger-Barry qui ajoute une salle de réception, une petite salle de réception qui va leur permettre de faire certaines activités de restauration, de vente d'alcool et d'accueil de petits groupes d'une certaine façon. Alors, ce qu'on a au niveau du service d'aménagement, c'est aussi conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé. C'est un long intitulé, là, mais vous... Ah. M. Gérard Benoît a fait la proposition. C'est appuyé par M. Luc Pellerin. On a au point B la réglementation des territoires contigus de la ville de Trois-Rivières. Au point C, c'est une autorisation générale pour les constats d'infraction en lien avec le règlement relatif à l'abattage d'arbres et la protection du couvert forestier. Donc, c'est le règlement numéro 2003-0... j'ai changé de page. 0812. Voilà. Donc, c'est qu'en fait, on doit désigner, la MRC peut poursuivre dans le cas de non-respect de règlements, notamment sur l'abattage d'arbres ou le règlement en lien avec des cours d'eau. La MRC peut poursuivre directement, sauf qu'on doit avoir un fonctionnaire qui est nommé à cette fin-là. C'est bien ça. Merveilleux. Fait que donc, on n'avait pas de désigner les personnes, les fonctionnaires responsables pour appliquer ce règlement-là et émettre les constats d'infraction.
Donc, par la résolution, on nommerait M. Danny Roy, directeur du service d'aménagement, et Mme Isabelle Auclair, qui est conseillère en environnement et en agriculture, qui soit de façon générale autorisée à délivrer des constats d'infraction. Mais c'est aussi les titulaires des postes, parce que vous avez compris que M. Roy va démissionner, fait que c'est le titulaire du poste qui va pouvoir prendre directement cette charge-là, d'une certaine façon. Fait que, si ça vous convient, je pense que c'est de donner les moyens de faire appliquer les règlements, là, parce qu'on constate qu'il y a quand même des infractions qui sont commises, notamment sur le règlement d'abattage des arbres, puis notamment dans d'autres règlements. Fait qu'on va donner suite d'une certaine façon là-dessus. Donc, c'est proposé par M. Christian Gendron et appuyé par M. Luc Dostaler. Au point D, dépôt du compte-rendu du comité d'aménagement du territoire qui a été tenu le 16 avril. Donc, c'est à titre d'information. Donc, le comité d'aménagement du territoire, c'est contre quatre élus, plus les responsables justement du service d'aménagement. Puis, on a entrepris la révision du schéma d'aménagement. C'est un exercice qui va s'échelonner sur les 2 ou les 3 prochaines années. Quelque chose de très lourd dans lequel il y aura plusieurs éléments de consultation publique qui vont être faits sur qu'est-ce qu'on veut faire du territoire, qu'est-ce qu'on veut modifier sur notre territoire. Mais c'est un gros exercice qu'on doit faire, qui n'avait pas été fait depuis 2007. Le dernier schéma d'aménagement datait de 2007, fait qu'il y a lieu de revoir ça, puis de mettre ça au bout du jour, en lien notamment avec les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, mais un paquet d'autres dispositions qu'on doit faire là-dessus. Au point E, c'est l'octroi d'un contrat au Conseil régional de l'environnement Mauricie pour la réalisation de la phase 2 du plan climat. Donc, c'est l'élaboration d'un plan de climat intégré. En fait, on avait reçu une aide financière de la ministre des Affaires municipales d'un montant de 1 097 638 $ au cours de l'exercice financier 2023-2024 pour l'élaboration du plan climat, la planification et la mise en œuvre de projets qui étaient issus de ce plan-là. Donc, on s'est engagé en 2024, au mois de février, on s'est engagé à élaborer le plan climat au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur de la Convention de conformité. On a accordé un mandat au Conseil régional de l'environnement pour la phase 1 du plan climat, c'est-à-dire la réalisation du plan de travail. Maintenant, on doit compléter une phase 2, donc qui doit être réalisée à la suite de la mise en place du plan de travail. Et on a reçu une proposition du Conseil régional de l'environnement pour élaborer justement cette phase 2-là du plan qui s'appelle élaboration du plan intégré. C'est au prix de 200 000 $ avant taxes applicables. On se rappelle qu'on a reçu 1 million quelque chose. On va engager 200 000, mais les montants qui vont être résiduels de ça vont pouvoir soutenir des projets en lien avec le plan climat. On veut que ce soit le plus important possible, là, mais donc c'est le Conseil régional de l'environnement qui va faire l'élaboration du plan en tant que tel, puis ils le font aussi pour d'autres territoires, je pense, au niveau de la Mauricie. Ça prendrait quand même une résolution pour accorder ce contrat-là au Conseil régional de l'environnement. Oui, Mme France Bédard, appuyée par M. Guy Simon. Au point 7, dans les rapports, le rapport du directeur général qui vous a été soumis, s'il n'y avait pas de questions là-dessus. Sinon, on passerait au représentant d'Enercycle. Je ne sais pas s'il y avait des choses. Mais juste de dire, je ne suis pas sûr si la caméra se promène en ce moment. Ben, ça promène. Non, elle ne se promène pas, mais avant qu'elle bouge. Non, je pensais qu'elle cherchait. C'est important pour toi. Non, mais c'est juste. Non, au contraire, je pense qu'elle est sur moi. OK, on voit si parfait. Quand on parle, c'est ça, mais physiquement, elle ne tourne pas. C'est pas que je. Mais c'est bien vérifié pour être certain. C'est bon. Dans le fond, 3 petits points. La distribution du compost a eu lieu du côté d'Enercycle. C'est une activité qui s'est très bien déroulée. C'est très populaire, fait que c'est une bonne chose. Je pense que les gens apprécient cette activité-là. C'est une façon qui reste quand même symbolique là, de remercier les gens pour leur participation à la collecte des matières compostables. Dire aussi que Enercycle termine, je pense qu'on avait parlé le mois passé, mais termine l'exercice de planification stratégique aussi, à mon avis, très important. On sait qu'il y aura quand même des enjeux au niveau là, de la gestion des déchets dans les prochaines années. Alors, on planifie l'avenir.
Et petit point là, qui est plus de notre côté, le garage là, qui devrait être livré dans le mois de juin. Alors on parle là, de quelques semaines avant de l'avoir. Fait que ça permettra aussi là, aux véhicules de la MRC de retourner à la maison. À la maison, effectivement. Juste peut-être un petit rappel là, que l'éco-centre va déménager éventuellement de Champlain vers Saint-Luc. Donc, ça va être annoncé là, probablement fin septembre, octobre. Là. Soyez informés, mais gardez ça en mémoire qu'effectivement, ça déménage de place. Donc, il devrait être opérationnel en septembre-octobre? Oh, oui, opérationnel à l'automne. OK. Parfait. Point C, comité culturel. Oui, alors, sans vouloir être redondante, je veux juste mentionner que nous aurons une nouvelle agente culturelle touristique, Mme Véronique Mercier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Concernant les murales, alors, celle-ci prendra forme à Saint-Stanislas, félicitations. Et il y a 2 spectacles qui s'en viennent en octobre et en novembre. En octobre, à la salle Denis Dupont, ça sera l'humoriste Stéphane Fallu, et en novembre, les 2 frères. Excellent. Ça complète? Ben, ça complète pour moi, effectivement. Vous n'avez pas l'humoriste de scolaire, non? Ça viendra. Ça viendra. Trop cher. Trop cher. Ah, c'est trop cher. Point D, comité de développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre du comité en tant que tel. Le comité des ressources humaines, est-ce qu'il y avait d'autres points? Non, ben, on a un comité de relations de travail qui a été tenu. Alors, on a un suivi qui a été assumé auprès du syndicat qui doit nous revenir. Donc, pour l'instant, on est en attente d'un retour. On viendra. Parfait. Génial. Comité de sécurité incendie, M. Gendron. Oui, on a eu un comité le 7 mai dernier, comité de sécurité incendie. Toutes les personnes étaient présentes sur le comité. Dans le fond, ce qu'on a actuellement, c'est la formation pompier 1. Il y a des pompiers qui sont en train d'être formés. Pour les municipalités, il y a aussi une formation de pompier 2, parce qu'il y a plusieurs pompiers qui ont décidé de prendre la formation. C'est des formations pompier 2 pour les villes qui sont plus de 25 000 habitants, particulièrement pour Saint-Maurice, parce qu'ils sont appelés en entraide souvent vers Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières. Donc, ils veulent se perfectionner parce que les pompiers de Trois-Rivières sont formés aussi. Pompier 2, donc ça suit son cours, puis ça va très bien dans les formations. Les directeurs incendies de chaque municipalité se réunissent une fois, à peu près à tous les 2 mois. Ils nous ont fait un procès verbal là, de leur discussion et de leur demande, si on veut. Il n'y avait rien de particulier, certains petits sujets qu'on a discutés. Il y a un financement qui est disponible sur le volet 4 du MAMACH. C'est un volet qui amène beaucoup d'argent en subvention, 500-600 000 en subvention pour les regroupements de services d'incendie. Donc, ou pour d'autres choses aussi là, pour les municipalités, mais entre autres, là, ou les regroupements de municipalités entre elles, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup d'argent disponible actuellement. On verra, là, on va étudier là, tout ce que ça peut apporter, puis on va en parler avec le Conseil des maires. Il y a le congrès des directeurs incendies qui se tient cette année à Trois-Rivières au mois de juin. Donc, et pour ce congrès-là, il y a quand même eu des discussions à savoir que c'est un congrès qui durait quand même très longtemps, qui est long. C'est quand même 4 jours le vendredi, depuis le matin aller jusqu'au lundi soir, donc sans arrêt. C'est très, très long, fait qu'on se questionnait à savoir, il y a sûrement certaines municipalités qui vont se reposer les questions parce qu'il y a des frais associés à ça aussi, mais 4 jours de temps en sécurité incendie. On a le congrès de l'UMQ et de la FQM qui dure 3 jours, fait qu'à quelque part, il y a une problématique. Fait qu'on l'a déjà adressé à l'ACSIC, l'Association des chefs d'incendie. Ça va sûrement être discuté. Actuellement, pour notre zone ici, c'est quand même pas pire parce que c'est à Trois-Rivières, mais généralement, c'est à Charlevoix ou ailleurs. Là, les hôtels se mettent par-dessus ça. Il y a le rapport annuel 2024 que vous pouvez consulter sur le site de la MRC des Chenaux. Là. Il a été déposé là. En prévention, ça va aussi. La SOPFEU, ben, on a reçu la grille tarifaire parce que s'il y a un incendie ou un début d'incendie de forêt, nos services d'incendie vont aller là en premier et tous les frais
sont facturables à la Sopfeu. Donc, ils nous ont envoyé la grille tarifaire pour ça. Il y aura une simulation avec la garde côtière le 20 juin prochain qui va être faite. Puis, il y a certains pompiers, là, directeurs dans la MRC qui vont participer dans le 3, qui vont pouvoir participer, surtout ceux qui sont sur le bord du fleuve Saint-Laurent, bien entendu. Dans ton cas, Luc, tu es dans l'arrière-pays. Après ça, on a la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade là, qui est en examen actuellement, voir s'il demeure avec la MRC des Chenaux ou la République de Portneuf. C'est dans leur côté, fait qu'ils vont nous informer quand la décision sera prise au final. Voilà. Puis ça fait... il y a des montants de subventions qu'on a reçus, dont un 20 000 aussi qui va aider pour l'achat probablement de nouvelles pinces de désincarcération pour les accidents routiers. Donc, ça a été donné par TQM, le gaz, la ligne de gaz qui passe le long de l'autoroute. C'est ça. Et voilà, et 3 municipalités, Champlain l'avait eu auparavant. Les Vatican et la Pérade ont reçu les visites de la CNSST dans les casernes d'incendie, où ils ont relevé certaines petites irrégularités, petites et moyennes, disons. Ils vont faire un rapport aux municipalités concernées là-dessus. Il y en a qui l'ont déjà reçu, puis il y a un délai pour procéder aux modifications. Si je peux juste continuer un petit bout. J'ai eu une rencontre avec la Fédération québécoise des municipalités ce matin. Je vais vous donner certaines grandes lignes parce que je veux en parler aux collègues là, avant au complet. Mais ça a été une bonne rencontre, puis beaucoup aussi de discussions pour les premiers répondants médicaux. Actuellement, il y a 30% de municipalités au Québec qui ont des services de premiers répondants. Le ministère de la Santé veut monter à 80%. Pour ne pas remettre d'ambulance, bien entendu. Par contre, avec ce qu'ils nous donnent comme obligation, dans le fond, qu'ils veulent modifier certaines choses, je vais parler avec les collègues tantôt, mais la FQM va recommander aux municipalités de ne pas signer l'accord avec le ministère de la Santé. Pas dans l'état où on est là, actuellement. On va s'en reparler, puis au prochain conseil, je pourrai vous revenir avec... des nouvelles plus fraîches là-dessus. Ils veulent monter, ils veulent monter le service de premier répondant, mais avec les exigences qu'ils font. Et là, c'est un peu un dialogue de saut où on est rendu avec le ministère de la Santé. Donc, à quelque part, ils vont plutôt en perdre que d'en gagner. C'est déjà fragile. C'est la population qui va payer les frais, malheureusement. Fait que, il va avoir cette on va bien avec ça. Il y a beau avoir cette volonté-là du ministère de la Santé, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui acceptent de suivre les formations puis de se rendre volontaires comme ça. Parce que c'est des appels à toute heure du jour ou de la nuit. Là, puis, ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il pousse les factures dans les cours des municipalités. Eux n'ajoutent pas d'ambulance supplémentaire. Par contre, les premiers répondants vont pour soigner les gens, mais les premiers répondants, on ne transporte pas. La personne, l'important, c'est qu'elle puisse partir pour l'hôpital. Donc, voilà. Et ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, même le système de santé se transforme, puis même si chez vous, dans les années qui vont venir, mettons, dans les mois qui vont venir, si vous appelez une ambulance, c'est pas certain que l'ambulance va se déplacer. Elle va y aller, mais vous ne partirez probablement pas à moins d'une urgence vitale. Ouais. Ils vont vous donner un rendez-vous avec un médecin dépanneur le lendemain ou de quoi de même. Mais il y a un projet pilote actuellement depuis 2 ans en Montérégie. Ils ont réduit de 35% les transports ambulanciers. Donc, oui, ils vont y aller, il va y avoir un superviseur, ils vont parler avec une infirmière au 811, une infirmière clinicienne, et selon ce que l'ambulancier va lui dire, de l'état de la personne, fort probablement que vous allez avoir un rendez-vous avec un médecin le lendemain parce que votre état va pouvoir le permettre. Ils vont donner les premiers répondants. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais, donc, c'est ça. gros dossier, mais on ne lâche pas le morceau. Autre élément que tantôt j'ai mentionné, M. Christian, c'est tu as parlé des pinces de désincarcération, un montant de 20 000. Bien, juste peut-être pour informer la population du coût. 48 000. Pour des pinces de désincarcération. Pour désincarcérer un véhicule,
ça coûte 48 000 $. Donc, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Actuellement, il y a un site de pince qui est à Saint-Narcisse. L'autre plus proche était à Sois-Saint-Casimir, Trois-Rivières. C'est pas normal dans la couverture, donc il faudrait en avoir un autre, mais il faut se garrocher à trouver des sous pour on va y arriver. C'est quand même un enjeu important, là, parce qu'on sait que c'est une question de sécurité, puis on dit la sécurité, ça n'a pas de prix. Et il reste qu'il y a une facture à payer à l'autre bout. C'est très préoccupant au niveau de nos municipalités, en tout cas, ce qu'on voit, là, les exigences qu'il y a, c'est impressionnant. À ma connaissance, il n'y a pas eu de rencontre du comité de la sécurité publique, je pense. Non, c'est le mois prochain. Au point H, la communauté entrepreneuriale des Chenaux, c'est un petit rappel que je vous fais. Donc, pour la grande journée des petits entrepreneurs, donc quand on parle des enfants qui vendent le kiosque de limonade puis le petit friandise, ça va avoir lieu le 7 juin prochain. C'est à Saint-Stanislas cette année. On est à pleine capacité, une capacité maximale de 30 petites entreprises qui sont inscrites. Allez faire un tour là, emmenez-vous des dollars un peu, puis vous allez sortir de là avec plein de sucreries, plein de petites chandelles ou de savons qui sont faits maison par les enfants et leurs familles. C'est magnifique de les faire parler, ces jeunes-là. C'est des belles valeurs entrepreneuriales qu'on dénote. Fait que le 7 juin, c'est à partir de 9h30, je pense, le matin, jusqu'à midi. Fait que c'est bien fun d'aller faire un tour, là. C'est très dynamique de voir ça. Il y a aussi la grande journée des employeurs de la MRC. Ça s'organise à peu près 2 ou 3 fois par année. Il y a une présentation de la CNESST qui se tenait le 30 avril dernier au Resto Manoir Antique de Champlain sous le thème « Démystifier les normes du travail » avec des entrepreneurs, des partenaires, des organismes qui ont participé. On parle d'à peu près 35 personnes qui étaient là à ce moment-là, qui viennent s'informer sur les nouvelles normes du travail. Dans les 5 à 7 de la communauté entrepreneuriale, il y a un deuxième 5 à 7 de la saison qui s'est tenu au Poisson du Roi, jeudi 1er mai dernier. Donc, avec les acteurs touristiques et culturels, il y a eu 25 personnes qui ont participé à ce rassemblement-là, qui vise à faire des maillages, puis notamment à faire la préparation de la tournée Art et terroir qui a lieu à l'automne. C'est une belle activité dans laquelle les touristes peuvent se promener chez les artisans, dans les entreprises culturelles, de découvrir un petit peu ce qui est fait. C'est magnifique ça aussi. Essentiellement. Après ça, en achat local, on est en voie de faire de la production de cartes touristiques qui sont plastifiées, avec un code QR pour l'achat local dans certains attraits touristiques. Donc, on veut favoriser justement que les gens consomment localement le plus possible. Il faut qu'ils sachent, puis ça va mener sur une liste avec un code QR là-dessus. Et il y a un partenariat, on nous dit que dans l'achat local aussi, il y a un partenariat conclu avec le marché champêtre des Chenaux. Donc, il y a un nouveau marché cette année au Verger Barry qui va avoir de Saint-Anne-de-la-Pérade. L'ouverture a lieu le 14 juin prochain. Donc, la MRC serait partenaire en attente avec le marché champêtre de Saint-Narcisse. C'est quand même une belle évolution. C'est un autre endroit à découvrir qui peut être bien intéressant dans notre MRC d'une certaine façon. On poursuit avec la table touristique. Vous savez que le long du fleuve, les municipalités de Champlain, Batiscan et Saint-Anne-de-la-Pérade, il y a le Sacré Circuit qui est là. Donc, c'est un circuit qui est vivant, comme ça, il y a une rencontre qui a eu lieu le 9 avril dernier avec une chargée de projet pour un dossier. Donc, il y a des rallyes qui sont organisés, mais qui vont être adaptés pour être faits en numérique. Il y a du travail qui est fait, et des publications qui vont être faites là-dessus au cours de la saison estivale. Au niveau du bureau d'information touristique, il y a une rencontre qui a eu lieu avec Émilie Roy-Élément le 14 avril dernier pour commencer à monter un projet de modernisation numérique du bureau d'information touristique. On s'est questionné sur la pertinence de conserver un bureau d'information traditionnel. Avec Tourisme Mauricie, on va essayer de moderniser, d'aller vers les outils numériques un petit peu d'une certaine façon pour dynamiser puis de voir qu'est-ce que ça dit là-dedans d'une certaine façon. Dernier dossier, je vous dirais, c'est la tournée Art et terroir. Donc, en date du 24 avril, il y a quand même 10 entreprises qui étaient inscrites à la tournée. Donc, il y a un courriel de rappel qui les a envoyé pour les inciter à s'inscrire. Et il y a une courriel pour la mise à jour de la carte touristique aussi qui est envoyée à l'ensemble des intervenants. Les changements ont été reçus, des corrections sont envoyées au graphiste. On va réimprimer la carte touristique cette année, d'une certaine façon. Et puis, il y a toujours aussi, à chaque année, une journée découverte
qui est faite avec les agents d'accueil touristique ou le personnel qui est souvent en première ligne pour répondre aux demandes des touristes. Donc, on est dans l'organisation de cette journée-là, puis essentiellement, lors de la journée découverte, c'est de présenter des nouveautés touristiques de la saison. Qu'est-ce qu'il y a de bon à voir au parc d'Allier-Vatican, sur le chemin du Roi, etc. Fait que c'est une bonne occasion de mettre l'information à jour là-dessus. Et il va y avoir un lancement formel de la saison touristique qui est le 12 juin prochain, pour lequel messieurs les journalistes doivent recevoir une invitation. Ça va avoir lieu au bureau d'information touristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, il y a un courriel pour connaître les primeurs des entreprises, des organismes, des municipalités qui a été envoyé. Fait qu'on va pouvoir dévoiler ça le 12 juin prochain. Comité de services de transport, il n'y a pas eu de... Oui, oui. 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 Oui, OK. J'étais plus sûr que ça allait être en avril. C'est ça, merci. J'avais des choses à vous dire. Dans le fond, les statistiques sont en hausse là, au niveau de l'achalandage, si on se réfère à 2024. C'est sûr que là, avec les années COVID, il faut toujours faire attention aux dernières années, mais pour 2024, on est en hausse. Sans vouloir répéter, je me permets quand même de dire que le dossier du transport interurbain a été traité. C'est un service qui s'autofinance du côté de la MRC. J'ai entendu tantôt par rapport au montant, entre autres, qui était chargé, mais bon, on a quand même une bonne entente avec le cégep, tout ça, donc on a choisi d'y aller avec peut-être une façon un petit peu plus sécuritaire. On sait qu'on a déjà acheté des autobus. Si on voulait reprendre ce service-là aussi, il faudrait acheter d'autres véhicules. Donc, on a une bonne entente qu'on peut renouveler encore pour 2 années. Pour la prochaine année, on a décidé d'y aller avec un renouvellement des compagnies privées, puis bon, moins de gestion de notre côté. On verra pour la suite des choses. Et puis, ça n'a pas été traité là, ou très peu lors du comité, mais vous l'avez peut-être vu quand même sur la liste des comptes. Donc, on a des bris avec les derniers autobus qu'on a achetés. Fait qu'assurément, là, on a déjà des discussions de voir comment on va s'enligner pour la suite des choses. Les autobus usagés qu'on a achetés dernièrement, ça va être normal qu'on ait certaines réparations à faire dessus. Par contre, c'est sûr et certain qu'on fonctionne avec une flotte qui est pas mal toujours sortie de la MRC. Alors, pas des bureaux de la MRC. Alors, il faut que nos autobus soient en état de route. Fait que on a eu des discussions pour voir. Effectivement, quand on s'engage à offrir un service à la population, il faut assurer ce service-là. C'est-à-dire que quand un autobus est au garage, on doit aller louer des véhicules supplémentaires. Ça coûte très cher à louer. Donc, on va regarder les options là, à long terme pour le renouvellement de cette flotte-là, s'assurer qu'on passe moins de temps au garage qu'on en passe sur la route. Effectivement. Je pense que c'est un élément qui va être important dans ce sens. Ça fait le tour de la rencontre. Parfait. Au point K, énergie communautaire de l'Allier-Vatican. Je ne sais pas si monsieur... Oui, il n'y a pas beaucoup de nouveaux par rapport à la dernière fois, j'en ai parlé. Il reste un gros test à faire, là, qui est le tunnel d'avenir pour du barrage jusqu'à la midi centrale. C'est prévu lundi prochain. Donc, là, après ça, on va avoir toutes les données qu'on voulait pour monter un premier projet de plan d'affaires très réaliste. Fait que quelque part, fin juin, là, on devrait être pas mal fixé sur la faisabilité ou pas de ce projet-là. Donc, quand on aura toutes les données, on va présenter ça au conseil et à la population. On va revenir là-dessus prochainement. Très certainement. Au point 8, Fonds Région Ruralité, dans les enveloppes dédiées, il n'y en avait pas. Il n'y a pas non plus de points dans les demandes régionales. Au point C, un avis d'intérêt pour la reconduction du Fonds Région Ruralité. En fait, je pense qu'on désire mentionner notre intérêt, c'est le Fonds Région Ruralité nous aide à payer donc de soutenir certains projets, mais aussi de payer certaines dépenses de fonctionnement au niveau de la MRC en tant que telle. Fait que je pense que là-dessus, on va déposer au ministère notre grand intérêt à ce que le Fonds Région Ruralité soit renouvelé le plus rapidement possible, s'il vous plaît, avec les modalités et tout ça. Fait que si vous êtes d'accord, ça prend quand même une résolution pour signifier notre intérêt. À 2 mains. À 2 mains pour M. Bruno, c'est ça. Puis M. Proto, pour qui l'appuie. Donc au point C. Je ne sais pas si... Il y avait donc, le point D, demande du CJE Trois-Rivières MRC des Chenaux pour le projet Place aux jeunes des Chenaux.
Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Trois-Rivières, la MRC des Chenaux, s'occupe entre autres de travailler à attirer puis à favoriser l'enracinement des jeunes diplômés de 16 à 35 ans au niveau du territoire. On avait une entente qui se terminait au 31 mai cette année, pour lequel le CJE doit aller chercher 20 de mise de fonds du milieu. Fait que pour pouvoir avoir une agente ici, il faut générer. C'était un montant de 12 000 dans l'ancienne entente. Et là, la demande qui a été faite, c'est un montant de 15 000 qui couvre pas du tout, là, couvre à peine les dépenses de fonctionnement. Donc, quand on accueille des gens, on fait une espèce de séjour exploratoire pour faire découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a de beau comme service au niveau de notre MRC. Mais les statistiques sont quand même très intéressantes sur le nombre de personnes qui sont accompagnées par la responsable de Place aux jeunes de la MRC des Chenaux. Entre autres, je vous en donne quand même quelques chiffres, là. Il y a quand même 123 candidats qui sont en soutien individuel à distance, donc des gens qui ont de l'intérêt de déménager sur notre territoire et qui sont soutenus, qui sont appelés régulièrement pour confirmer leur intérêt puis éventuellement passer à l'action. Il y a eu 33 migrations réussies pour des jeunes de 18-35 ans, donc des personnes qui ont été accompagnées directement par la ressource de Place aux jeunes. Et nombre de jeunes touchés dans le cadre des activités auprès des adolescents, parce qu'avant qu'ils partent, on aime ça leur faire connaître ce qu'il y a de beau à voir sur notre territoire, puis que c'est pas mieux ailleurs que chez nous. Il y a 449 jeunes, des jeunes rejoints dans les activités de recrutement, il y a 1413 jeunes. Donc les chiffres sont quand même très intéressants. Et lors de la rencontre de travail, la demande de cette année qu'on avait de la part du CJE Trois-Rivières et MRC des Chenaux, c'est un montant de 15 000 par année pour une entente de 3 ans. Puis je pense que ce qu'on avait mentionné, c'est qu'on avait de l'intérêt de reconduire cette entente-là. Ça prendrait quand même une résolution pour formaliser d'une certaine façon. Donc, M. Hugo Pierre-Bellemare, M. Luc Pellerin, en fait, l'appui. En développement économique, au point A, on a le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique, qui est quand même très intéressant aussi. Au point B, demande d'aide financière du Fonds local en économie sociale pour le parc de la Rivière-Batiscan. Donc, on a reçu une demande pour bonifier certains éléments d'infrastructure, notamment le parcours ce qu'on appelle la Via Ferrata, le parcours le long de la falaise rocheuse. Il y a des travaux de consolidation à faire là-dessus, mais il y a un gros projet en tant que tel aussi de construction d'un bloc sanitaire qui serait hiverné. Il y a différents partenaires là-dedans, puis la MRC des Chenaux, on serait sollicité par le biais d'une demande de financement au Fonds local d'économie sociale. C'est une subvention qui est non remboursable, donc c'est un montant qu'ils n'ont pas remboursé. C'est un montant de 15 000 qui serait jugé recevable et recommandé par les membres du comité d'investissement commun. Fait que si vous êtes d'accord là-dessus, donc M. Christian Gendron a fait la proposition, appuyé par M. Daniel Hull. Dossier suivant, c'est une demande de financement dans le cadre du Fonds local d'investissement. C'est une entreprise qui s'appelle Transport Marseille. C'est un prêt. Donc, c'est une entreprise dans le domaine du transport de matières agricoles, transport en vrac. Et c'est une entreprise qui fonctionne. C'est un monsieur qui est déjà un formateur dans le domaine du camionnage, puis qui passe son entreprise à temps partiel, le soir, une fin de semaine, pour s'impliquer. Et c'est admissible, ce type d'investissement-là, en tant que tel, ce qu'on appelle des flexipreneurs. Donc, il y a une demande qui a été faite. Puis le montant, c'est un prêt du Fonds local d'investissement au montant de 10 000 qui porte intérêt au taux de 7,5 par année, qui est amorti sur 60 mois. C'est recommandé positivement par le comité d'investissement commun là-dessus. C'est un prêt. Donc, il n'y a pas de subvention à l'intérieur de ce projet-là. Parce qu'il n'est pas à temps plein dans son entreprise. C'est souvent ça qui va déclencher le fait que certaines portions de subventions peuvent être remises à ce moment-là. Mais ça prendrait quand même une résolution. Donc, M. Luc Dostaler le propose, M. Gérard Bruno l'appuie. Dans les correspondances déposées, la première, donc, de la ministre des Affaires municipales pour la reconduction du fonds Région Ruralité, volet rayonnement régional. Donc, c'est l'enveloppe vraiment molle ici, à ce moment-là, qui est développée. Le point B, c'est aussi la ministre des Affaires municipales pour la reconduction du fonds Région Ruralité. C'est le volet développement territorial.
Et on a, en C, c'est toujours la même ministre, donc pour la reconstruction du Fonds des gens de réalité, mais il y a un nouveau volet qui s'appelle le volet vitalisation. C'est un volet, peut-être M. Daly pourrait nous en parler un peu de ce volet-là, parce que les deux autres volets, c'est des volets réguliers qui étaient déjà connus en tant que tels. Oui, c'est ça. Ce volet-là, c'est pour les MRC qui existaient avant, mais nous, la MRC des Chenaux, on n'y avait pas accès parce que les municipalités, les MRC qui avaient accès, on devait avoir une cote de dévitalisation négative. Mais la MRC des Chenaux, on a une cote positive. C'est un peu étonnant, là, dans toute la Mauricie. C'est la MRC des Chenaux qui a la meilleure cote de vitalisation, même plus forte que Trois-Rivières. Donc, là, ils ont changé les paramètres suite au renouvellement du Fonds Région de réalité. Donc, quand on a des municipalités, eux autres, parce que chaque municipalité est classée par une cote, soit 1, 2, 3, 4, 5, 5 étant la cote la moins vitalisée. Et puis, on a 3 municipalités du territoire qui ont une cote 5. Donc, ces 3 municipalités-là, on ne sait pas encore si c'est les 3 municipalités qui vont bénéficier de l'enveloppe ou si c'est l'ensemble de la MRC. C'est une réponse qu'on doit obtenir. Mais il est fort probable que ce soit les 3 municipalités concernées qui aient le soutien de ce financement-là. Les 3 municipalités concernées, c'est Saint-Prosper de Champlain, Saint-Anne-de-la-Pérade et Saint-Stanislas. Donc, ces 3-là auraient une possibilité de se partager une enveloppe d'environ 800 000 sur 3 ans pour des projets là, de toutes sortes là, qui restent à définir. C'est le ministère qui va nous dire comment fonctionner là-dedans. C'est quand même intéressant d'avoir ces sommes-là. Avant, on n'avait pas accès à ça, malheureusement. C'est vraiment les critères du ministère. Fait que la MRC Miquinac se qualifie à peu près à 100% sur son territoire avec ces fonds-là. Nous, il y aurait 3 municipalités, en tout cas, mais c'est ça, c'est vraiment applicable uniquement sur le territoire des 3. C'est ce qu'on sait pas. Donc, c'est ce qu'on présume. On a posé la question, puis le ministère des Affaires municipales n'était pas encore en mesure de nous répondre si on va le partager à l'ensemble ou si c'est seulement pour les 3. Ça va rester à suivre. On va souhaiter à ces 3 municipalités-là d'avoir un outil supplémentaire pour se lever, mais on aimerait ça partager une partie du gâteau avec tout le monde. C'est sûr. La revitalisation, je pense que c'est ça. Au moins qu'ils nous invitent. Ben, ça serait gentil. Ça serait bien vu. Ça serait gentil. Au point D, Tremblay-Bois avocat, une poursuite. En fait, c'est un avis légal qu'on a demandé pour la question de la poursuite pénale pour l'application de certains règlements de la MRC auprès de la Cour municipale de Miquinac. Parce que, contrairement à la MRC Miquinac, bon, à la MRC des Chenaux, on applique certains règlements, notamment l'abattage des arbres. La MRC Miquinac ne fait pas ça. Ce règlement-là est délégué à chacune des municipalités qui peut poursuivre donc quelqu'un qui est un contrevenant sur son territoire. Fait que les gens de la MRC de Miquinac n'étaient pas certains qu'il y avait le droit, que la MRC pouvait agir à titre de poursuivante. Fait que, il y a donc un avis légal qui vient confirmer qu'effectivement, on a les mêmes pouvoirs. La MRC a le même pouvoir qu'une municipalité, puis à ce titre-là, elle peut entreprendre des poursuites, être poursuivante dans des dossiers de contravention aux règlements régionaux, donc comme l'abattage des arbres ou autres, en lien avec les cours d'eau, etc. Voilà. Et au point E, la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la correspondance suivant l'avis gouvernemental sur le règlement numéro 147 qui concerne l'identification des aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines et la création des dispositions relatives aux éoliennes. Donc, effectivement, on a reçu la lettre qui a été transmise, donc, entre autres à M. Baudouin. Je pense que vous avez eu connaissance de cette lettre-là, dans laquelle le ministère disait essentiellement que notre règlement n'était pas conforme sur la question de 3 éléments en tant que tel. Fait que, on s'est dit, on va avoir quelque chose d'écrit d'une certaine façon, puis il y a une rencontre qui s'est organisée. Peut-être que je passais la parole à M. Belly qui était là. Suite à cette correspondance-là, nous, on a demandé une rencontre. Ce qui était convenu, comme c'était inscrit, je pense, dans le courriel, c'était une rencontre administrative. Donc, pour la MRC, il y avait moi et M. Roy qui étaient présents. Et puis, il y avait des représentants de 6 ministères. Il y avait de la Santé, le SUS qui était là, le ministère de la Sécurité publique, le MAPAC, le MLIE, le MAMACH et le ministère de l'Environnement, qui a un nom long comme ça, on se comprend. Et nous, l'objectif de cette rencontre-là, qui a eu lieu le 8 mai dernier, c'est que chacun des ministères nous a exprimé sa vision de notre règlement. Parce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on a adopté le règlement, c'était en novembre dernier,
C'était avant le 1er décembre, qui était l'arrivée des fameuses nouvelles OGAT, là, Orientation gouvernementale en aménagement du territoire. Donc, chacun des ministères analyse de façon différente le règlement par rapport à son analyse avant le 1er décembre. Donc, chacun nous a présenté à tour de rôle ses commentaires. En gros, je vous dirais 5 ministères sur 6 sont quand même assez à l'aise avec notre règlement, même vont nous demander des modifications qui sont plus contraignantes que qu'est-ce qu'on a proposé. Je vous donne un exemple, le ministère de la Sécurité publique, dans notre règlement, nous, on n'a pas protégé nécessairement les bâtiments accessoires, par exemple, raviglière ou un camp forestier. Donc, le ministère de la Sécurité publique va probablement, j'ai toujours un si, mais ce qui devrait nous être demandé, c'est de protéger davantage ces lieux-là. Et ce qui devrait être demandé, c'est d'ajouter une distance une fois à la hauteur de l'éolienne par rapport à ces bâtiments-là. Vous voyez que ça vient augmenter les contraintes. Les autres ministères étaient quand même, n'avaient pas nécessairement de commentaires. Il y a le MAPAC qui, lui, évidemment, demande à ce qu'on n'intervienne pas en zone agricole active. C'est clair que leur but, c'est de protéger ça. Donc, l'OS, dans tout ça, est encore, comme vous l'avez vu, puis comme il est à l'écran, le ministère de l'Économie. Donc, parce qu'il y avait, on l'aura souligné d'ailleurs, puis je me permets de dire qu'il y a une grande contradiction avec ce que les ministères nous demandent. Ah, tu vois, c'est petit, monsieur. Le petit plus, là, s'il vous plaît, parce qu'on ne voit pas ici. Ouais, OK. Ben, je ne serais pas capable de mettre tout le texte, là, mais... Est-ce que c'est sur le site? C'est sur le site Internet de la MRC depuis déjà quelques semaines. Donc, en tout cas, c'est ça. Il y a une contradiction entre les ministères qui nous demandent, la plupart nous demandent de protéger, et il y a le ministère de l'Économie qui nous demande de donner plus de place aux éoliennes. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a ramené cette information-là au Conseil des maires, au caucus la semaine dernière, expliquant ce qui est demandé. Et puis, vous voyez à l'écran, là, puis vous les avez vus, ce que la MIA demande. La première chose qu'ils demandent, c'est distance séparatrice. Dans notre règlement, on a tout calculé à partir du bout de la balle. Eux, ils voudraient qu'on calcule tout ça à partir du mois. On a regardé ça. Il y a certains éléments où on pourrait le faire, de partir du mois, mais il y en a d'autres où on ne veut pas le faire. Exemple, on ne veut pas partir du mois pour une ligne de l'eau d'un voisin, parce que là, la palle va être par-dessus le terrain du voisin. Ça, on ne veut pas faire ça. Bon. Il y a certains autres éléments qu'on pourrait être ouvert à y aller avec le mois. Fait que ça, on a démontré un peu d'ouverture à travailler ça pour en arriver à une entente. Distance séparatrice uniforme par rapport aux habitations, ça, si vous vous souvenez, on avait calculé, si on veut, les distances par rapport à la puissance de l'éolienne. La MIA, lui, nous demande plutôt de le faire pas par la puissance, mais minimum 800 mètres ou qu'elle soit à la hauteur de l'éolienne. Bon, ça, on en a parlé. On est peut-être ouvert à regarder pour modifier notre position sans que ça ait d'impact majeur. On est en train de regarder sur nos cartes et tout ça. Fait qu'on a une certaine ouverture si on peut finir par trouver un terrain d'entente pour régler le règlement. Et le dernier point, c'est la distance différente selon les types de routes. Exemple, sur certains types de chemins publics, nous, on avait décidé de mettre 700 mètres. Et puis, eux nous demandent, exemple, parce que chaque route est caractérisée. Exemple, une route qui est dans un rang très peu utilisé peut être une catégorie 3. Eux, ils voudraient qu'on mette aucune distance. Exemple, pour les routes 3. Et les routes 1 et 2 qui sont des routes collectrices, exemple, ici en face, tout ça, ils voudraient qu'on baisse ça à du 300-500 mètres. Ça, le conseil a été unanime, il n'est pas question qu'on touche à ça. Ça, c'est le mot qu'on a donné, moi, à la rencontre, je l'ai dit, puis on l'a réaffirmé par écrit aussi. Donc, tout ça pour vous dire que vous voyez qu'on est loin de régler ça. On est prêt, le conseil,
à travailler certains ajustements pour arriver à le régler à un moment donné, parce qu'actuellement, notre schéma, où ils ont testé tout ça, là, le schéma permet les éoliennes. Demain matin, une municipalité dirait « je veux ouvrir une zone », il demanderait l'avis de conformité à la MRC, on dirait oui, parce qu'il n'y a aucune contrainte. Fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est venir mettre au moins ces contraintes-là. Puis aussi, on n'aura pas le choix, parce que dans les nouvelles OGAT, il y a une OGAT qui ne traite que des éoliennes, fait qu'on va être obligé de réglementer là-dessus. Fait que ça, on veut le régler. Ça c'est une base. N'oubliez pas, on a toujours été cohérent là-dessus. Tout ça voté, bien là, c'est le local qui décide. Ils pourront dire on veut mettre ça plus contraignant, on n'ouvre pas de zone. On veut mettre ces balises-là puis les régler. Fait que nous, on a retourné nos commentaires, ce que je viens de vous décrire, là, je ne peux pas être plus transparent que ça, c'est exactement ce qui s'est dit. On a retourné ça, voici. Puis là, le jeu, la balle est dans le camp des ministères, qui s'entendent. Ils ne s'entendent pas entre eux autres, là, mais qui s'entendent, puis qui nous reviennent. Puis après, on verra. Nous, il n'y a pas d'urgence, on n'est pas pressé. Puis, je n'ai pas eu de retour suite à nos commentaires. Fait que c'est là qu'on est rendu. Fait que je ne sais pas si mes collègues, je ne suis pas mal, mais mes patrons, vous pouvez en ajouter. Je pense que c'est ça. Il faut se rappeler dans quelle perspective le règlement MRC il est. C'est le jeu de base qui vient couvrir l'ensemble du territoire. Fait que qu'on assouplisse ici certaines normes, on comprend que quand on parle de céder un peu, ça peut être vu d'une certaine façon, mais il reste que le pouvoir, puis on se l'est dit entre nous, le pouvoir, c'est le local qui est là. Le dernier mot, là, c'est les changements de zonage. Ces modifications-là se font par un changement de zonage, puis ces changements de zonage-là sont opposables par vote. Puis c'est légal, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que, à ce niveau-là, ben, nous, on pense qu'effectivement, il peut y avoir, dans un but de dire, bon, ben, on va se donner ce cadre-là là, sur le territoire. C'est pas ce qu'on allait 100% souhaiter. Par contre, il y a des choses qu'on ne fléchira pas. Là. La question des routes numéro 3, de dire qu'on accote l'éolienne sur le bord de la route, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne se passera pas chez nous. Ça, c'est une fin de non-recevoir, tout simplement. Fait que là-dessus, mais sur les autres éléments, comme on vous dit, si on garde la distance du mât par rapport à l'éolienne, mais on est quand même prudent. Un exemple, par rapport à la distance des cours d'eau, bien, on peut considérer le bas, mais on va rajouter la longueur de la pale pour que si une éolienne vient qu'à tomber, qu'elle ne tombe pas dans le cours d'eau. Donc, on veut quand même s'assurer que ces éléments-là, il y a des éléments de cohérence comme ceux-là, qu'on va quand même rajouter le 90 mètres de pale parce que ça ne tiendra pas la route. Les lignes de voisinage, c'est la même chose. On va rajouter, on va éloigner les distances. Mais comme on vous le dit aussi, certains ministères nous disent qu'ils rajoutent des contraintes. Fait que ça vient encore rétrécir un petit peu. Là. Le ministère de la Flore disait qu'il y avait, quand il y a des occurrences floristiques, c'est comme ça qu'ils appellent ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais donc ça peut pas être, l'éolienne ne peut pas être mise là où il y a une occurrence floristique. Fait qu'elle doit être à l'extérieur de l'occurrence floristique. Même chose au niveau phonique. Fait que ça risque il y a des éléments de preuve que l'entreprise et que n'importe quelle entreprise devra démontrer pour se conformer, parce que notre règlement, c'est pas uniquement Test Mauricie, mais c'est tout projet éolien qui s'établirait sur le territoire. Fait que c'est là où on en est actuellement. Je vous dirais que nous, en tout cas, je pense que Patrick a fait un résumé très, très transparent de la rencontre qu'il y a eu. Fait qu'on attend de revoir la correspondance des ministères entre eux pour savoir s'ils vont réussir à s'entendre, parce que tant qu'ils ne se sont pas entendus, nous, on ne bouge pas au niveau du règlement en tant que tel. Puis on va s'assurer qu'au moment où on va transmettre notre règlement, il n'y aura plus d'aller-retour, puis qu'on va passer un autre appel d'une certaine façon. Fait que c'est là où on en est sur cette pièce de correspondance-là. On a pris un peu plus de temps, mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui avaient un petit peu d'intérêt quand même par rapport à cette question. Je présume, en tout cas. Je présume. Ah ben oui, ben en fait, on a reçu aussi une correspondance de M. René Baudouin au nom du collectif. Puis j'ai parlé avec M. Baudouin tantôt dans le corridor, là, à l'effet que le collectif souhaite réitérer en fait
une proposition que la MRC des Chenaux on avait faite, que moi j'ai faite lors de la conférence de presse, puis que j'avais faite à la ministre de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, que j'avais faite à Mme Sonia Lebel, M. Jean Boulet. Fait que, ils sont plusieurs qui ont entendu la suggestion de dire, bien, écoutez, il y a des projets énergétiques au Québec qui ont été annoncés, qui mobilisent des gros blocs d'énergie. On pense au projet Norvolt, qui, lui, est sous le respirateur artificiel et qui ne se réalisera pas. Mais il y a 314 MW qui sont disponibles là. Prenez ce bloc d'énergie-là, alimentez Tess Mauricie, puis on enlève les éoliennes de l'équation, puis après ça, ben, si vous croyez à la filière hydrogène, ben, ça sera, portez-le, puis allez-y, puis regarde, nous, on peut pas, on ne s'y connaît pas là-dedans dans le modèle de rentabilité ou tout ça. Fait que cette suggestion, on l'avait faite, puis la suggestion du collectif, c'était de dire, ben, est-ce que vous accepteriez soit d'être co-signataire d'une lettre ou quelque chose comme ça? Ce qu'on ferait, c'est qu'en tout cas, on demanderait au collectif d'expédier cette position-là, de nous mettre en copie conforme, et puis on verra, lors d'une prochaine rencontre, possiblement de passer une résolution qui va dans le même sens, parce que c'est déjà une position qu'à MRC, on a émise d'une certaine façon. Fait que je pense que là-dessus, là, il n'y a pas de fin de non-recevoir de la part là, de M. Baudouin, d'une certaine façon. C'est parfait. Ça va? Pour votre information, il n'y avait pas nécessairement de sujet. Dans les autres sujets, donc, il y avait la nomination d'un représentant à la société. Oui, M. Jean-Jean? M. Veillette? Oui. Moi, j'en ai une, parce que c'est la journée familiale de la MRC, c'est une information. OK. On a dû déplacer l'endroit à cause des conditions météo annoncées pour samedi. Donc, il annonce quand même froid, pluvieux aussi. Donc, ça va se tenir à l'école secondaire Le Tremplin. Ils ont déjà toute l'infrastructure pour ça. Il va y en avoir quand même des choses qui vont être à l'extérieur, mais il y a beaucoup de choses aussi pour les enfants et tout qui vont être à l'intérieur. Tout va être très, très bien indiqué. C'est de 10h à 15h. C'est Sainte-Geneviève cette année, Champlain l'année prochaine. Ça revient une fois aux 10 ans. On fait toutes les municipalités. Il y a eu une grosse programmation qu'on avait annoncée, qui était là. Puis, on vous invite, il y a près d'une 50aine de prix aussi à faire tirer. Cette journée-là, c'est surtout le côté familial, rassembleur qui se passe à cette journée-là. Puis, c'est bien organisé, puis on vous attend tous avec vos familles, les adultes, les enfants. Puis, ça va nous faire plaisir à Sainte-Geneviève autant que probablement qu'à Champlain l'année prochaine. Ils vont prendre la relève, là, puis voilà. Il y a aussi des belles activités en lien avec l'accueil des personnes migrantes sur le territoire. Oui, qui sont absolument. Il y a un invitées là. kiosque. C'est une belle façon de faire la rencontre de ces nouveaux résidents-là, d'une certaine façon. Sur notre Effectivement. Pouvez-vous répéter la date, s'il vous plaît? C'est samedi. Samedi le 24 mai, de 10h à 15h. Il va y avoir aussi de la nourriture qui va être sur place. Ça devrait bien. Des food trucks et tout ça. Oui, c'est pas des food trucks, c'est vraiment des mini hamburgers qu'on fait au port avec une commandite là, de l'Association des producteurs de porc du Québec. Quelque chose de bien spécial qu'on avait eu au Relais pour la vie, qui avait eu lieu à Sainte-Geneviève, qui avait été très apprécié. Fait qu'il va y avoir des cuisiniers qui vont virer des boulettes beaucoup et ils m'ont dit qu'ils mettaient des confitures de framboises dans la viande de porc. C'est vraiment très, très bon. Il y a des hot dogs aussi qui vont être là. Il y a plein de choses, des jus pour les enfants. Ça va du sirop d'érable, On va aller voir ça. Si vous le fournissez gratuitement, on peut le mettre sur les tables. On va aller voir ça avec plaisir. Mais puis, je dirais que les commanditaires qui ont été approchés, là, chaque municipalité approche des commanditaires aussi locaux, puis on a eu une très, très belle réponse des commanditaires, puis il va y avoir un coroplace pour les remercier aussi. Plus il y a de monde, plus on va être heureux. Effectivement. Et cette journée-là, c'est fun parce que c'est pas... Vous allez avoir une petite taxe à payer en rentrant de Sainte-Geneviève, là, mais Si peu. c'est une blague. Si peu. C'est une blague. Mais non,
c'est une belle journée finalement Vraiment. qui permet aux gens de se réunir. Puis c'est pas de l'enflure qu'il y a d'une municipalité à une Non, autre. pas du tout. On ne cherche pas à faire plus gros puis d'avoir plus de structures gonflables d'une année à l'autre. Là. Chaque milieu, il va vraiment avec sa couleur locale, ses partenariats, puis c'est Voilà. vraiment le fun comme activité aussi. Ouais, il n'y a pas de compétition. Non. Chaque année, il y a des choses nouvelles. Puis, C'est ça, exactement ça. Voilà. Au point 13, autre sujet, donc la nomination d'un représentant ou d'une représentante à la Société d'aménagement de mise en valeur du bassin de la Rivière Vatican. C'est qu'en fait, on avait une représentante de la municipalité, une conseillère municipale de Saint-Stanislas, Mme Chloé Germain-Terrien, qui était représentante des municipalités, donc au sein de la SAMBA. Par contre, Mme Terrien-Germain, Elle a dû démissionner. voilà, parce qu'elle a eu un nouvel emploi. L'emploi qui la mettait à conflit d'intérêt avec la municipalité. Fait que c'est ça. Fait qu'on est à la recherche. Je pense qu'on n'a pas personne. Là, On le remettra une prochaine séance, mais il faut falloir nommer quelqu'un pour la... Effectivement. Donc, si vous avez un conseiller ou une conseillère municipale qui a de l'intérêt par rapport au cours d'eau, puis je regarde un peu plus là, les municipalités riveraines, là, donc le long de la Via Vatican, là, ça pourrait être intéressant. est-ce que ça peut être une personne civile qui n'est pas Je élue? pense que oui, Oui, mais qui je fera crois. rapport à ce moment-là sur les enjeux. Voilà, au Exactement, conseil. ça pourrait. Donc, peut-être que les personnes qui sont non élues, mais que ce dossier-là les intéresse beaucoup. Mais idéalement, il faudrait vérifier avec la SAMBA, là, parce que... Ben, ouais, mais... il faudrait vérifier. Puis si quelqu'un est intéressé, ben, peut-être communiquer avec Patrick. Oui, faites-nous parvenir les coordonnées, puis on fera les vérifications nécessaires là-dessus. Et au point B, les félicitations à M. François-Philippe Champagne, qui a été quand même réélu, puis qui accède à une fonction importante comme ministre des Finances. Je pense qu'il y a lieu de lui adresser nos félicitations. C'est un bon collaborateur, fait que c'est unanime. C'est une résolution unanime de l'ensemble. On ne veut pas avantager une municipalité plus que d'autres, là, en disant ben, c'est celui-là qui va... Comment? On ne veut pas avantager une personne plus qu'une autre ou une municipalité plus qu'une autre en disant que tiens, c'est Sainte-Geneviève cette année qui nous félicite, là, fait qu'il va avoir une grosse subvention. C'est que les municipalités pouvaient C'est déjà fait au niveau C'est ça. municipal. On s'est rendu au point 14, la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à vous lever, d'aller au lutrin, puis de vous nommer avant la question, parce que les gens qui vont visionner la question en tant que telle, on aimerait certainement vous connaître, fait qu'on serait prêt à accueillir vos questions. Suis les règles. René Baudouin, Saint-Geneviève-de-Vatican. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir fait parvenir la lettre, le courriel, c'est vraiment très apprécié. Et tous ceux qui ont eu connaissance de cette lettre-là ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment la formuler sous question, là, mais dans ce qui était présenté de ce que les ministères disent, avez-vous cette impression-là, comme on a nous, je pense que ça serait pas pire comme formulation, avez-vous cette impression-là, comme on a nous autres, que les OGAT, c'est comme si ces ministères-là, puis quand on regarde les documents qu'on a obtenus par l'accès à l'information, etc., c'est comme s'ils mettaient tellement l'accent sur cette 6e orientation-là qui porte sur les éoliennes, qu'ils en négligent de mentionner les autres orientations, les 5 autres orientations qui sont celles qui vont porter sur la qualité de vie, sur l'environnement, etc. Et il y a une des règles des OGAT qui dit clairement il n'y a pas de préséance d'une OGAT par rapport à une autre. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, vous êtes là-dedans, nous autres, on est des novices là-dedans, vous autres, vous avez beaucoup plus de compétences que nous autres là-dedans, mais si tel est le cas, il y a peut-être là une espèce de piste de discussion à y avoir avec les ministères quand ils tiennent absolument à ce que ce soit concentré sur l'orientation des éoliennes, point final. Et la deuxième chose, c'est au sujet de la distance. Bon, il est vrai que le RCI de Mekinac appuie la distance sur la hauteur. Alors, c'est 4 fois la hauteur de l'éolienne du côté de là-bas. Ici, c'est en fonction de la puissance. Or, il y a un des documents du MAMACH, si ma mémoire est bonne, en tout cas, je sens maison et je peux vous l'envoyer, où là, le fonctionnaire dit clairement
plus l'éolienne est puissante, plus elle risque d'être plus bruyante et d'avoir plus d'impact. Alors, par conséquent, moi, je pense que ce qui a été proposé par la MRC de Deschenaux est beaucoup plus sécuritaire pour nous parce que ça dit, c'est en fonction de la puissance. Alors, plus tu es puissant, plus tu es loin. Moins tu es puissant, donc, il y a le minimum de base. Puis, là, je ne sais pas comment la formuler celle-là en question, mais dire, aviez-vous vu ça, cette référence-là du ministère, ou encore, voulez-vous que je vous l'envoie? Si vous avez un élément de référence, c'est toujours bon qu'on puisse consulter ces éléments d'information-là. Moi, je vous dirais que au niveau des OGAT en tant que tel, c'est la première question qui a été formulée, j'ai pas... moi, j'avais assisté à la rencontre avec les autorités du ministère des Affaires municipales sur justement le déploiement de ces nouvelles OGAT-là qui prenaient force au 1er décembre 2024. C'est ça. Puis, honnêtement, je n'ai pas senti qu'il y en a une qui a préséance par rapport aux autres. Je pense que les différents ministères sont un petit peu embêtés ou empêtrés parce qu'ils ne savent pas trop comment agir par rapport, parce que autant au niveau agricole, ils disent non, on ne peut pas empiéter sur la zone agricole, bien, on doit respecter aussi les milieux humides, on ne peut pas embarquer ces milieux humides, on ne peut pas, mais on doit favoriser l'éolienne, fait qu'ils doivent se parler. Et je pense que le constat qui a été fait, c'est que les ministères peut-être ne s'étaient pas parlé, ou en tout cas ont de la difficulté à trouver un terrain d'entente. Puis ça, là-dessus, ça nous appartient. On n'ira pas jouer dans cette cour-là de la part des ministères. Fait que j'ai l'impression qu'ils considèrent nos municipalités en pensant qu'on a comme des zones franches, ou encore des zones, des triangles qu'on pourrait utiliser à différentes choses, là, mais on n'en a pas ça. On n'a pas d'usage qui est non attribué sur nos territoires. Fait qu'il est soit agricole, il est soit résidentiel, il est soit industriel, puis on ne peut pas arriver puis jouer avec ça d'une certaine façon. Fait que, moi, honnêtement, je pense qu'ils sont plus embêtés sur comment ils appliquent ça, puis c'est ce que Patrick me mentionnait là, dans la lecture. Ils ne se comprennent pas les uns les autres. Là. Puis chacun applique ce qu'il pense là, vraiment, la sécurité publique, ben, tiens compte des bâtiments. Fait que moi, je me fous que tu veux favoriser les éoliennes, mais tiens compte du camp forestier qui est là. Bon, et c'est particulier qu'ils ne tiennent pas compte de la projection de glace. On a un rapport de CNESST qui dit clairement qu'il faut que les travailleurs, pour s'approcher de l'éolienne, il faut que l'éolienne soit arrêtée, orientée autrement, etc., à cause du risque de projection de glace. Et pour les petites éoliennes de 125 mètres, je vous rappelle que le test, c'est 2 cm, alors pour les petites éoliennes de 125 mètres, la projection de glace va jusqu'à 260 mètres. Ça, c'est la fédération c'est l'Union des municipalités, quelque chose de même, qui dit ça dans un de ces documents. Alors, 260 mètres, quand la sécurité publique dit qu'il faut que l'éolienne soit à une hauteur de la route, ben, elle va projeter sa glace sur la route. Là. Fait que là, si tu passes là en auto, là... mais ça, comme on l'a mentionné, la distance des routes locales, pour nous, c'est un critère qu'on a touché. On n'ira pas diminuer les distances par rapport aux routes locales. Là. Ça, c'est une fin de non-recevoir. Ça, déjà, là-dessus, là, c'est pas discutable. Mais sur la question de la puissance-distance, en tout cas, nous, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut assurer un minimum de 800 mètres. Donc, qu'on va mettre d'une certaine façon, là, peu importe la hauteur de la puissance de l'éolienne, c'est un minimum de 800 mètres. Puis encore une fois, la municipalité pourra réglementer davantage, augmenter ce facteur-là au besoin en fonction des circonstances. Parce que quand les projets s'annoncent, tu sais, Test Canada, quand il a parlé de son projet, c'était des éoliennes de 2 cm de 7 points... Entre 5,6 et 7,2. Bon, c'est ça. Là, on parle plus de 7,2, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça. Fait que on connaît la puissance d'une certaine façon. Fait qu'on est en mesure de voir la distance qu'on a dans notre règlement. Si tu nous arrives avec une éolienne de 12 MW, un peu, le 800 mètres ne sera pas suffisant. Donc, on risque de repousser ça d'une certaine façon en fonction du gabarit, du format. C'est pour ça que la façon dont on le voyait, c'était minimum 4 fois la hauteur de l'éolienne, puis minimum 800 mètres. Tu sais, là, Et il y a un des parcs éoliens où ce qui a été déposé au BAP, c'était la puissance, je ne me rappelle plus, il me semble 7,2 ou 5,6. Et ce qui a été réalisé, c'est 7,2. Ils se sont retrouvés
retrouver après le BAP avec quelque chose de plus puissant que ce qui avait été annoncé dans l'avis de projet et dans le BAP. Je peux vous envoyer des informations. Mais il reste que, tu sais, au moment où ils vont implanter ça, ils vont devoir avoir un permis de construction. Et ça, on va dire qu'est-ce qu'ils vont construire. Fait que si au BAP, ils ont présenté quelque chose, bien, on va devoir donner des justifications sur la différence entre. Puis, est-ce que ça impose des normes supplémentaires? Bien, c'est possible à ce moment-là. Fait que je pense qu'on essaie de voir, comme je vous dis, on essaie de voir un certain niveau d'allègement, pas pour dire, hey, on accepte n'importe quoi, là, au contraire, mais je pense qu'avec le jeu de l'ensemble des ministères, c'est loin d'être accepté, puis je pense que ça restreint encore davantage, à mon avis en tout cas, ça restreint encore davantage les possibilités d'une certaine façon. Mais ça, c'est pas nous autres, c'est pas dans notre cours. C'est vraiment dans les cours des différents ministères. Merci, je peux laisser la place aussi Parfait. À d'autres. C'est toi, Louis. Moi, il était numéro 2 dans la liste. Jean Guilbert, c'est Maurice, conducteur agricole et préoccupé par la protection du territoire rural. J'ai-tu été distrait au début que vous avez présenté les nouveaux joueurs que je n'ai pas entendu ou si ça n'a pas été fait? Ah, non, monsieur. Non, c'est parce que j'ai été distrait ou vous l'avez fait? Non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Monsieur, vous êtes? Hugo Pierre Bémard, maire de Saint-Anne-la-Pérade, mais j'étais là à la dernière séance publique. C'est vous qui étiez pas là. Distrait. C'est vous qui étiez pas là. René Proto, je remplace le maire qui est en vacances. Proto de Vatican. Exact. D'accord. René Clément en vacances. Ma deuxième question, M. Gendron. Oh! À la journée de la famille, allez-vous guider le trafic? Non. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'hiver passé, quand vous avez fait les motocross, j'étais Ouais, ben non. votre accueil là, sur votre moto, c'était beau. Oui, mais on avait comme pas le choix avec tout le trafic qu'il y avait là. Il ne fallait pas barrer le pont suite à la demande du ministère du Transport, effectivement. Mais au tremplin, il y a beaucoup de stationnement. Au tremplin, il y en a aussi au CLSC, qui est ouvert le samedi, mais juste pour l'infirmière, souvent il n'y a pas beaucoup d'auto. Mais on va vous trouver du stationnement, ne craignez rien. Si vous n'êtes pas là, vous n'en pas, regarde. Non, mais je vais être là. Ah bon. Monsieur Barry, tantôt, quand vous avez parlé des mâts, le mât par rapport à la distance, etc., la hauteur du mât, bon, il y a une chose qui n'est pas dit souvent, là. C'est que, mettons, on dit, moi, je sais pas, là, 1,5 m le mât par rapport à la ligne voisine. Il ne faut pas oublier que la base en béton, non? C'est combien, Guy, la base en béton? C'est 800. Non, c'est 600 pieds de large avec 600 la pieds de carrette. large? Ils ont 600 pieds. La base de béton de l'éolienne? Non. Ils ont besoin de 600 pieds pour monter l'éolienne. Tout le tour. Ça veut dire 300 pieds. Ça veut dire 600 pieds de diamètre. En tout cas, ce qu'on a vu sur Internet, là, la base en béton, là, quand il y a monte, c'est l'enfer. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez. Dans vos discussions, là, avec les. En haut, si ça se discute qu'il y a une distance par rapport à la ligne, mais la base de béton, en votre place, ça se peut pas que, si c'est juste une faible distance par rapport à la ligne, que la base de béton ne va pas se retrouver chez le voisin. C'est pas un non-sens. Non, c'est en cas que l'éolienne tombe. Non, c'est ça qui est vu dans le niveau du règlement en tant que tel, en cas de cataclysme, puis que l'éolienne tombe. Si elle tombe, il ne faut pas qu'elle tombe soit dans un cours d'eau ou qu'elle tombe chez le voisin. Fait que c'est ça. Fait que la base, elle va rester à sa place, elle, puis ça va pivoter. Fait que, donc, si c'est ça, là, fait que ça devrait être ça. Fait qu'il n'y a pas... OK. Troisième élément. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé hier soir dans l'Université de Mekinac. On n'était pas là, par exemple. On était nombreux ici qui étaient là. Et nous autres... ça n'a pas été chic. Comment? Ça n'a pas été chic. Je sais pas. Ça Ça dépend comment on interprète la situation, là, mais... Si vous n'étiez pas là. Moi, il faut être présent pour comprendre un peu le contexte. Là. On y était, nous autres, qu'on peut témoigner. Mais l'hypothèse qu'on retient beaucoup dans le collectif Maître chez nous, c'est que ce serait peut-être, à cause c'est une hypothèse, on ne peut pas évidemment le vérifier, mais la stratégie de test, ce serait évidemment d'aller chercher des valeurs plus sûres dans Mekinac pour qu'eux autres entérinent un règlement qui pourrait, eux, se servir de Mekinac ensuite pour faire pression sur des chenaux, pour dire, vous savez, c'est tant de millions par année pour les MRC, puis là, nous autres, dans les Mekinac, on veut ça, mais vous devriez nous supporter. Est-ce que vous sentez une pression ou vous risquez de subir une pression des élus de Mekinac? Parce que, juste pour terminer ma question,
Hier, quand on entrait dans la salle, là, il y avait un monsieur qui nous donnait une feuille. Là. Puis la première chose qu'on voyait sur la feuille, c'est là, l'AMRC va recevoir tant de millions par année. Moi, j'avais l'impression que le gars, là, quand il nous donnait la feuille, là, il donnait de l'argent à tout le monde. Tiens, tu vas avoir des millions, fait que toi, tu voteras pour moi. Toi, tu vas avoir des millions, tu vas voter. Il allait acheter l'acceptabilité sociale à chaque personne qui rentrait en disant, moi, c'est des millions. Est-ce que la MRC pourrait servir de ça comme stratégie des Kinac pour faire pression ici, là? Honnêtement, ce serait une bien mauvaise stratégie parce qu'il y a, en tout cas, je pense que personne autour de cette table-là ne subit de pression par rapport au cheminement. Honnêtement, on a géré le dossier, vous l'avez vu comment, de quelle façon, en transparence, je pense. À chaque fois, on a mis les cartes sur la table, pas toujours avec des réponses qui faisaient plaisir à entendre, mais on a été transparent là-dedans. La MRC Mekinac a travaillé d'une façon différente. Je ne dis pas qu'ils ont fait des affaires. Moi, en tout cas, on n'a pas le même choix là-dessus. Fait que qu'ils me mettent de la pression, aucunement. Aucunement. Si on peut utiliser l'expression, la MRC des genoux gère sa fougère. On gère notre fougère. On vous supporte là-dedans, puis on espère que vous allez avoir une stratégie plus positive de ce qu'on voit de certains élus de Mekinac, parce que je vous rappellerai qu'il y a des élus qui subissent de pression de d'autres élus. En tout cas, ça ne doit pas être drôle dans leur réunion entre eux autres, là, mais il y a des élus qui défendent leur population avant tout là-bas, et ils subissent des pressions de d'autres. En tout cas, bref, je suis content de voir qu'ici, il y a une belle harmonie. En tout cas, ça m'apparaît assez évident. Merci. Merci. Joanne Tremblay, Saint-Prosper. Ma question touche, je veux pas, les frontières. Dans le sens qu'actuellement, on sait que Mekinac vont aller de l'avant. Hein, ils ont accepté une entente, ils ont fait une entente avec TES, tout ça. Donc, ils vont procéder. Puis, avec le concept de réciprocité, on a déposé à la réunion la dernière réunion du Conseil de Saint-Prosper, on a déposé un document qui démontre qu'avec l'emplacement des éoliennes actuelles, prévues ou peut-être, ou en tout cas, de TES, qui sont sur la montagne à Saint-Prosper, et qui vont toucher, il y a Saint-Adelphe aussi, qui sont pas mal collées, là. Puis les éoliennes de Saint-Adelphe vont, selon le concept de réciprocité, puis là, mes confrères ou consoeurs pourront m'aider là-dessus, les éoliennes de Saint-Adelphe vont avoir un impact sur les lots qui sont à Saint-Prosper par le concept de réciprocité. Puis là, ma question, c'est qui va protéger notre frontière au niveau... Parce que là, moi, je parle de Saint-Prosper, mais il y a d'autres villages aussi là, qui sont impactés. Alors, qui va dire à Tess ou à Mekinac, bien là, vous ne pouvez pas placer une éolienne là parce que ça va avoir un impact sur les lots. Parce qu'il n'y a pas juste la question de 1,5 km de la ligne de l'eau ou de... À ma connaissance... 1,5 mètres. Ma question, c'est vraiment la question de réciprocité. Là. À ma connaissance, le principe de réciprocité, c'est en lien avec les bâtiments. Quand une MRC ou une municipalité dit « moi, je veux pas avoir une éolienne en bas de 700 mètres », bien, il ne peut pas y avoir de bâtiment qui vient se construire à l'intérieur de la marge de 700 mètres. Mais ça ne touche pas du tout la question des frontières avec les autres municipalités. Fait que nous, comme M. Guilbert l'a mentionné, on gère notre fougère. Puis là, quand on arrive aux limites de deux MRC, bien là, c'est les règles de l'autre MRC qui s'appliquent, mais on n'a pas de pouvoir d'intervention sur ce territoire-là qui ne nous appartient pas. En tout cas, moi, c'est vraiment ma lecture. Quand on parle de réciprocité, c'est pas par rapport à la ligne de transfert d'une municipalité, puis on est dans cette situation-là, entre autres à Saint-Narcisse, aux limites de Saint-Séverin. Fait que on peut être appelé effectivement d'être impacté à cause de Saint-Séverin sur la même chose. Mais la réciprocité, c'est en lien avec les bâtiments, la possibilité de construire un bâtiment dans la marge qu'on a donnée. Fait que,
un agriculteur ne pourrait pas dire, si on dit, ben 700, on ne peut pas avoir d'éoliennes à moins de 700 mètres d'un bâtiment d'élevage. Oui. Ben, si l'agriculteur dit, ben moi je voudrais faire un autre bâtiment d'élevage à 200 mètres plus loin dans le champ, il ne pourrait pas. C'est ça le principe de réciprocité. OK. Mais si l'éolienne est du côté de Saint-Adelphe ou de... Qu'est-ce qui va s'appliquer? Puis le bâtiment est à Saint-Prosper, admettons. Qu'est-ce que vous dites, le bâtiment est à Saint-Prosper? Ben, vous parlez qu'on ne peut pas construire de bâtiment. Proche de la ligne. Proche de la ligne, Ben, c'est Si ça. dans le fond du lot blanc d'une éolienne, Oui. puis qu'elle est collée sur la ligne, est-ce que une fois la hauteur d'éolienne qui serait de l'autre bord dans l'équinaxe, ça s'applique? Moi, je pense pas. Là. Je pense que chaque territoire est souverain là-dessus. Là. Ça serait à vérifier. Ça serait à vérifier, OK. C'était juste ça, c'était juste parce qu'on a travaillé beaucoup là-dessus, compte tenu du portrait qui Saint-Adèle, Saint-Prosper. Fait que c'est juste de le prendre en considération. Merci. Merci. C'est ça. Non? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Serge Maton, Saint-Narcisse. À la dernière rencontre, j'avais posé une question concernant la possibilité pour une municipalité d'interdire le passage de fils électriques dans l'emprise sur le bord des routes, tant provinciales que municipales. Est-ce que la vérification a pu être faite? Moi, j'ai lancé, je suis allé à la consultation d'Hydro-Québec sur le projet de nouvelle construction de rehaussement de la ligne là, en tant que tel, que j'ai posé la question. J'ai posé la question, j'ai eu une réponse ce matin qui ferait en sorte que ces conduits-là ne seraient pas apparentés à un projet d'utilité publique. Donc, c'est vraiment vu comme un projet privé. Fait que, s'ils défont une route, ben, c'est à la municipalité de négocier qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une compensation? Il n'y aurait pas d'obligation de la municipalité d'autoriser le passage ou d'en fixer les conditions. Selon 10 minutes au téléphone ce matin, là, fait que c'est très parcellaire ce que j'ai eu comme élément d'information. Je vais revalider d'autres éléments. Donc, si je comprends bien, la municipalité pourrait l'autoriser, comme elle pourrait l'interdire aussi. Possiblement. Ben, en tout cas, à date, je pense que c'est ça, effectivement. Il y a des routes MTQ aussi. Les routes MTQ qu'on n'a pas de Non, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais sur les routes locales. Oui, mais c'est ça. Le centre de la question, l'autre fois, c'était de voir est-ce qu'au niveau municipal, la municipalité avait un certain contrôle sur les routes provinciales, là, municipales et locales. Ouais. Mais en tout cas. On a vérifié aussi légalement, c'est un peu un précédent, là. Il n'y a pas de cas vraiment comme ça au Québec. On n'a pas obtenu de réponse claire encore, là. Mais les démarches sont en cours pour avoir une réponse précise. Parce que souvent, ouais, c'est ça, souvent c'est Hydro-Québec qui avait préséance pour ce type de travaux-là, mais qu'un privé fasse ça, il n'y a comme pas de précédent. Là. Fait que les juristes sont en train de regarder ça. C'est soit Hydro-Québec ou d'autres entreprises de services publics qui peuvent desservir les citoyens au fur et à mesure qu'ils avancent. Pensons à l'énergie, le gaz naturel, pensons à le câble, compagnie de câble, compagnie de téléphone. Eux autres, ils peuvent circuler, ils ont l'autorisation de circuler, d'installer un fil parce qu'ils peuvent raccorder les gens au fur et à mesure. Ce qui n'est pas le cas pour le projet de TES. Ils acheminent normalement leur production, en tout cas le courant d'Hydro-Québec, vers leur usine en tant que telle. Fait que c'est un projet 100% privé, puis ça semble être un précédent d'une certaine façon. Donc, plus d'informations à venir là-dessus. Oui, nous, on a posé la question à nos avocats, puis la réponse que j'ai eue n'est pas assez claire pour que je vous donne la réponse. C'est pas oui, c'est pas non, ça dépend, c'est ça. On recherche une réponse plus précise. Fait qu'on les payera pas, les avocats. Non, quand c'est avant les paiements. Tantôt, je vais vous permettre, j'ai un autre point qui, à mes yeux, est important. Tantôt, vous avez précisé qu'actuellement, le schéma d'aménagement n'était pas restreignant et s'il y avait une demande, la MRC devait accepter la demande d'installation d'un projet d'éolienne. Pouvez-vous être plus précis là-dessus?
je comprends pas bien, par rapport au schéma qui s'en vient, est-ce que la MRC pourrait se faire pour... Comment je dirais ça? Je fais une hypothèse. Est-ce que TES, demain matin, pourrait dire, faire la demande à la MRC, voici, on veut installer nos éoliennes, et est-ce que la MRC aurait l'obligation d'accepter? C'est l'interprétation que j'en fais. Rassurez-moi. Bien, je pense que oui, effectivement, parce qu'on n'a pas de règlement qui Non, contrôle. mais en fait, c'est ça. Le schéma d'aménagement vient donner les règles de base aux municipalités pour établir leur règlement. Okay? Donc, TES viendrait demain matin demander à la MRC d'installer une éolienne. C'est sûr que c'est non. Il faut que ça passe par la municipalité locale. Ça, c'est clair. Clair. Ils ne peuvent pas passer par la MRC. Mais nous, dans notre schéma, on vient baliser comment les municipalités doivent rédiger leur règlement. Actuellement, le schéma n'empêche pas les municipalités de réglementer comme ils veulent sur des éoliennes. Autrement dit, c'est permis partout. Okay? C'est les municipalités locales qui ont réglementé par leur règlement de zonage en disant, ben moi j'autorise l'exemple à Saint-Maurice, il y a une petite zone là, puis etc. Donc, demain matin, une municipalité dirait, ben finalement, je veux ouvrir une zone 100% de la municipalité, puis eux, à chaque fois que la municipalité modifie un règlement, il faut toujours qu'ils envoient ça à la MRC, qu'on donne un avis de conformité. On voit souvent ça dans notre jour. Fait que les municipalités, exemple Sainte-Geneviève de Vatican, nous ferait une demande, je veux mettre des éoliennes partout. Ben moi, je n'ai pas d'outils ou schéma pour l'empêcher de le faire. Je ne pourrais pas me dire non. Je ne pourrais pas y dire non. Parce qu'actuellement, mon schéma le permet. C'est pour ça qu'il faut venir réglementer, pour venir au moins donner nos balises minimum, pour que si Sainte-Geneviève dit je veux mettre des éoliennes à 200 mètres des routes, nous, on va dire non, le schéma ne le permet pas. Je ne sais pas si je suis clair. Ça m'éclaircit beaucoup. En autant que l'usage est déjà prévu dans la municipalité. Oui, c'est ça. Et ultimement, l'usage, c'est la municipalité qui va décider. C'est ça, l'usage peut faire. Puis si l'usage n'est pas permis, la municipalité peut permettre l'usage, mais par règlement. Et un règlement sur l'usage, on sait que c'est à la votation des résidents. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais, je me permets, parce que moi, suite à ça, là, je ne sais pas trop si je rêve ou quoi, parce que par rapport au RCI de Québec, au début, on disait, eux autres, ça presse de faire un RCI parce qu'il n'y a rien qui l'empêche. Puis on disait, ici, ça ne presse pas parce que nous autres, on a besoin de réglementation. C'est drôle, là, le contraire. Non, mais il y a déjà des réglementations locales. Municipales. Alors qu'il n'y en avait pas dans les Québec, les autres, ça pressait de faire un RCI. C'est ça. OK. Il ne faut jamais se comparer avec ce qui est la procédure de Mekinac. Mais quand dès le début, qu'on a fait la différence entre le RCI et le schéma d'aménagement, on disait, eux autres, ça presse qu'en façon, parce qu'il n'y a rien qui les empêche. Alors qu'ici... Bien, eux, la différence, c'est que demain matin, avant le RCI, test serait arrivé, je veux une éolienne à Saint-Cyr, ça aurait passé tout de suite. C'est ça. Parce qu'il n'y avait aucun mécanisme de protection, tandis qu'ici, les municipalités locales, dans leur zonage, avaient déjà prévu de réglementer ça. OK, c'est voilà. Autre question? Sinon, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame France Bédard, M. Hugo Pierre Bellemare. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fête de journée.